Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur les épaules des géants, un événement proposé par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS, le CNES, Universcience et l'Université Le Havre Normandie. Sur les épaules des géants qui en est à sa deuxième édition et qui vous offre cette année encore de venir écouter et de dialoguer avec des scientifiques afin de susciter l'envie, la curiosité, l'intérêt pour la science, ses concepts, ses réalisations, ses questions, mais aussi ses mystères. Aujourd'hui, au Conservatoire Arthur Honegger, où je suis ravi de vous accueillir, nous vous proposons un programme autour des sciences du cerveau et de l'intelligence. Un programme qui va nous amener à nous interroger sur le fonctionnement du plus complexe de nos organes, ses performances, ses limites, ses avatars artificiels et jusqu'à son fonctionnement au seuil de la mort. Dans ce but, plusieurs invités vont se succéder tout au long de cette journée, toutes et tous scientifiques de haut niveau. Nous les écouterons, parfois ils débattront, et vous pourrez bien sûr leur poser toutes vos questions. Et pour commencer, nous vous proposons un détour par les mathématiques. Mathématiques, nous allons voir pourquoi et comment elles sont désormais indispensables pour étudier le fonctionnement du cerveau. Dans ce but, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Aziz Alaoui et Benjamin Ambrosio. Bonjour. Vous pouvez prendre vos micros. Aziz Alaoui, vous êtes professeur à l'Université du Havre Normandie, université dont vous êtes un des vice-présidents, ancien directeur du laboratoire de mathématiques appliquées et cofondateur et codirecteur de l'Institut des systèmes complexes en Normandie. Vous êtes un spécialiste de modélisation de problèmes concrets issus des neurosciences, de l'épidémiologie ou encore des écosystèmes. Et vous êtes par ailleurs professeur honoraire à l'Université de Changsha Hunan en Chine. Pour votre part, Benjamin Ambrosio, vous êtes maître de conférences en mathématiques à l'Université Le Havre Normandie. Vous êtes titulaire de l'habilitation à diriger des recherches et membre du laboratoire de mathématiques appliquées. Vous passez également une partie de l'année à l'Université de New York et à la Hudson School of Mathematics, également à New York. Et vous travaillez sur les systèmes dynamiques, les systèmes complexes avec des applications à la biologie et bien sûr aux neurosciences. Alors juste avant de commencer, une petite précision, vous avez insisté tous les deux pour que les choses soient sans ambiguïté. Vous n'êtes pas biologiste, vous êtes encore moins neuroscientifique, vous êtes bien des mathématiciens. Votre quotidien, c'est la modélisation, c'est les équations, c'est des calculs. Mais comme je le disais en introduction, c'est ce que nous allons voir tout de suite, les mathématiques sont aujourd'hui indispensables pour comprendre le fonctionnement du cerveau, la manière dont il traite l'information et dont il prend des décisions. Et en guise d'introduction, peut-être une question alors toute simple dans sa formulation. Pourquoi, d'une manière très générale, faut-il aujourd'hui, au-delà des méthodes des biologistes, des neuroscientifiques, des mathématiques pour investiguer le fonctionnement du cerveau? Qui veut commencer à répondre? Aziz. Bonjour, merci à tous, merci d'être très très nombreux. Donc ça met la pression. J'en connais que 3 ou 4 là. Oui, les mathématiques. Bon, si j'étais un peu dans un séminaire de mathématiques, je dirais les mathématiques, il y en a partout. La nature est mathématique. Mais ça peut faire un peu prétentieux et surtout c'est pas clair, c'est pas évident pour les gens qui sont pas mathématiciens, ou en tout cas qui sont pas dans ce genre de métier. Les mathématiques sont diverses et variées, comme la médecine. Vous avez votre médecin généraliste, vous avez votre pédiatre, votre cardiologue, etc. Les maths, c'est aussi large que ça. Il y a tellement de maths qu'un mathématicien ne comprend pas beaucoup d'autres mathématiciens. Pas toutes les mathématiques. Pas toutes les mathématiques, c'est impossible. Hier, on a vu la médaille Fields, M. Hugo Duménil-Copin, qui a parlé probabilité. Voilà, je ne pense pas que tous mes collègues mathématiciens suivaient tout. Peut-être quelques briques par-ci par-là, mais non, c'est assez complexe. Mais néanmoins, quand on parle maths, on sépare en général, de façon un peu grossière, les mathématiques fondamentales des mathématiques appliquées, voire des applications des mathématiques. Aujourd'hui, on va plus vous parler mathématiques appliquées, des applications peut-être, suivant le temps qu'on aura, et par les modélisations. Parce que les maths interviennent de plusieurs façons, et en particulier par le biais de la modélisation. Donc on va définir ce que c'est que modéliser en mathématiques avant et vous montrer construire un modèle ensemble de neurosciences qui va vous convaincre que bon, les maths, il y en a besoin, bien que
il est fréquent, il y a des articles qui sortent constamment sur ce genre de choses qui expliquent que le cerveau, entre autres, fait des mathématiques. Alors ça, on va y venir juste après, c'est encore plus fascinant que Ouais. l'idée de modéliser. Ouais. Mais le mot important, en tout cas en guise d'introduction, c'est modélisation. Là, c'est des mathématiques pour modéliser. Qu'est-ce qu'on veut modéliser précisément? Peut-être vous avez, je crois, des transparents pour nous expliquer ça. Donc, on va expliquer ce que c'est qu'un modèle rapidement. Alors, la notion de modèle, il n'y a pas de définition universelle. Tu coupes quand tu veux prendre la parole. Oui, Benjamin, vous n'hésitez pas à intervenir si Aziz est trop bavard. C'est bien, c'est bon. Il n'y a pas de définition universelle. Donc la notion de modèle, elle date du XVIe siècle, elle est rentrée par le biais des arts au sens large. Et donc dans le temps, on parlait de modèle pour parler d'une sculpture, d'un modèle littéraire ou d'une personne modèle qu'on a envie d'imiter. Donc il y a cette notion d'imitation. La notion en mathématiques, en sciences en général, parce qu'il arrive beaucoup plus tard en sciences, que ce soit en physique, en biologie, en informatique ou en mathématiques, vient essentiellement par ce qu'on essaie de faire nous-mêmes, c'est-à-dire cette approche de concevoir une problématique concrète comme celle du fonctionnement d'un neurone et du cerveau et de l'approcher pour nous de façon équationnelle, c'est-à-dire écrire des équations, en l'occurrence mathématiques donc, pour essayer de répondre à une question. Attention, il n'y a pas un modèle pour le cerveau, il y en a une multitude. Pour n'importe, si vous étudiez la bouteille, pour avoir différents modèles. Et si c'est le côté résistance des matériaux, il y a des modèles pour ça. Si ce sont des modèles de design ou de remplissage du verre, il y a d'autres modèles. Donc, quand on fait un modèle, on répond à une question précise dans le but d'imiter la propriété à laquelle on s'intéresse. C'était le mot d'imitation que j'ai trouvé très parlant. Voilà, ou de comprendre afin d'aider le biologiste, en l'occurrence, à expliquer certains phénomènes que lui, il ne peut pas voir. Alors, quel genre de mathématiques on utilise pour modéliser le cerveau, Benjamin, peut-être? Oui, alors, je vais ajouter juste un mot. Je vous en prie. En fait, ça va presque jusqu'à la philosophie, en fait. La réalité, quelque part, vous avez juste un modèle. D'ailleurs, la vision, on va le voir, la vision, c'est le cerveau, ça vous donne un modèle. Vous êtes à Paris, vous allez de, je sais pas, Porte de Pantin jusqu'à Charles de Gaulle Étoile, vous regardez le plan, c'est un modèle de la réalité. Donc, en fait, la réalité, la physique a donné vraiment d'innombrables exemples, elle s'acquiert à travers des modèles. Et plus le modèle est précis, plus on acquiert une meilleure vision de la réalité. Et les mathématiques, là-dedans, donc la physique l'a démontré depuis plusieurs siècles, et la biologie maintenant aussi, les équations, ça donne un modèle. Ensuite, on peut travailler sur les équations directement. Donc vous étudiez les équations de manière théorique, ça vous donne une facette de ce qu'on peut dire la vérité, la réalité. Vous pouvez aussi la simuler avec l'ordinateur. Et ça, on va le voir, ça a contribué à la connaissance qu'on a du cerveau actuellement. Les équations mathématiques ont contribué à la compréhension qu'on a du cerveau aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a dit ça, peut-être quelques mots sur le cerveau et du coup sur la manière dont on le modélise, quel genre de mathématiques on utilise, ou si vous préférez, commencer par le genre de mathématiques qu'on utilise pour ensuite arriver au cerveau et à son fonctionnement. On va venir tout de suite, je vais juste préciser. Alors, Benjamin. On va avancer le slide. Encore une fois, non, juste un slide de plus. Voilà. Donc pour dire, c'est-à-dire les mathématiques sont importantes, ça peut paraître, puisqu'on est mathématicien, ouais, je défends mon business. Mais ça, c'est le côté new-yorkais, ça. Voilà. Mais en fait, donc c'est pour ça on a voulu mettre ce slide. En fait, donc il y a un prix récent, c'est un prix de neurosciences en fait. C'est pas un prix de maths, ça n'a rien à voir avec les maths. Mais en 2022, donc le prix de l'université d'Yale, donc aux États-Unis, ça a été attribué pour des gens qui font des équations, parce que ils ont jugé, le jury qui est composé de chercheurs en neurosciences reconnus, a estimé que les travaux qu'ils ont faits sur les équations et leurs simulations numériques ont permis de donner une vision du cerveau qui était très importante. Voilà. Donc, ils ont attribué le prix de neurosciences à des mathématiciens.
Ce qui illustre aujourd'hui le fait que les modèles des mathématiciens pour représenter le cerveau deviennent extrêmement puissants et quasiment indispensables. C'est indispensable. Alors, je complète. Donc, on a préparé des slides pour dire, parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi donc les mathématiques ont neurosciences? Alors, on commence à en parler. On souhaite quand même éclaircir la chose. Comme j'ai marqué sur le transparent devant vous, les neurosciences, c'est quoi? Ça consiste en l'étude du système nerveux, en particulier le cerveau. Les outils, c'est la génétique, évidemment. Il y a des biologistes peut-être dans la salle ou des médecins, qu'elles soient moléculaires ou cellulaires, ce genre de choses, la physiologie des systèmes, la biologie comportementale, la psychologie. C'est des choses, on ne peut pas s'en passer, bien évidemment. Elle s'appuie également sur la physique. Je sais que vous êtes physicien, donc vous le savez. L'informatique. Dans une vie antérieure. L'informatique et les mathématiques. Alors, j'ai un problème avec mon curseur. Alors, ce slide, pour moi, il est fondamental. Ça explique peut-être que pourquoi... si je tourne l'écran de l'ordinateur, vous pourrez le viser. Ah oui, peut-être. Peut-être mieux. Je continue en attendant. Je vous en prie. Alors, pour moi, il est fondamental. Donc, on a un peu réfléchi ce transparent pour qu'on soit d'accord. Parce que dans le public, il peut y avoir des gens, comme vous savez, c'est comme en économie. Il y a des gens plutôt orthodoxes, d'autres plutôt hétérodoxes. Donc, il y a des gens qui pensent que la paillasse, le biologiste sur le terrain, ou le physicien ou autre, et d'autres qui sont bien travaillent en biologie ou en physique ou autre, mais qui sont pour la modélisation, ce genre de choses, qui défendent ça, qui en font. On va parler des prix Nobel, de ce qu'on va montrer aujourd'hui. Les gens qui ont le prix Nobel sont des neurophysiologistes qui ont fait des mathématiques, ce qui a conduit à leur prix Nobel dans les années 60. C'est un peu ancien, mais on travaille toujours dessus, c'est dire. Donc, j'écris avec Benjamin sur ce transparent que les propriétés physiologiques des cellules vivantes soient déterminées, bien que ça soit déterminé par des réseaux sous-jacents de gènes, de protéines, de neurones, et que ces réseaux biochimiques et chimiques neuronaux soient extraordinairement complexes. Il faudra peut-être qu'on parle de notion de complexe et de compliqué. Il y a une nuance énormissime, si on a le temps, et qui soient hautement non linéaires. Ça, c'est fondamental. Débusquer ces interactions est un problème de biologiste. On ne peut pas s'en passer, est clair. Mais comprendre comment les réseaux biochimiques coordonnent les réponses cellulaires est un problème de mathématiques appliquées. Et c'est là qu'on intervient. Alors, mais qu'est-ce qui rend la modélisation du cerveau si difficile? Pourquoi on donne un prix Nobel à un petit modèle équationnel qu'un étudiant de Master 1 peut étudier un petit peu, peut comprendre? C'est difficile parce que ça requiert à aller au fond du système, de la molécule. Vous avez, alors je ne sais pas si on voit très bien. On voit bien l'écran, oui. C'est le petit schéma en bas. La molécule, c'est vraiment petit, c'est du nanomètre. La synapse, c'est du micromètre. On va dire ce que c'est qu'une synapse. C'est juste la liaison entre deux neurones. C'est là où les neurotransmetteurs passent d'un neurone à l'autre. C'est ce qui permet aux neurones de communiquer entre eux. D'un l'un à l'autre. C'est de la neurotransmission. Alors, je ne vais pas me mouiller en parlant Parkinson, etc. Ah ben non, vous n'êtes pas neuroscientifique. Ce n'est pas notre job. Mais il y a des problèmes de neurotransmission quand il y a ce genre de maladie. Et puis, le réseau, un petit réseau de neurones peut faire juste 1 millimètre. C'est archi petit. C'est complexe d'aller voir ça de près. Vous allez me poser la question, mais alors comment on a fait? On va vous montrer ça petit à petit, justement. C'est l'objet de notre exposé. En partie. C'est pas de ma faute, c'est la ville du Havre qui a un problème là. Alors, pour l'instant, ça tient. Donc, peut-être je passe la main à Benjamin. Il va parler d'un truc qu'il adore depuis qu'il est à New York. Il travaille sur la mouche. Et oui, parce qu'on va l'illustrer sur un exemple. Vous avez étudié le vol de la mouche avec des équations mathématiques et via la modélisation du cerveau de cet animal. Voilà, donc, Aziz a dit tout à l'heure, donc une phrase un peu choc, c'est-à-dire en tant que mathématicien, on est habitué à faire des modèles. Voilà, les modèles, ça marche, on va le voir plus en détail. Mais il y a quelque chose qui est un peu nouveau, qui frappe quand on l'entend, c'est que là, on arrive à le cerveau fait des maths, tout seul. Ce n'est pas nous qui inventons quelque chose pour imiter la réalité. Non, là, il y a des recherches qui montrent que le cerveau, à la manière d'un ordinateur, fait des calculs. Et donc ça, c'est assez frappant pour la mouche. Pourquoi la mouche, vous me direz? Parce que c'est plus petit. Donc, justement, on arrive à faire des choses avec la mouche qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant sur le cerveau humain. Donc, en particulier, qu'est-ce que
Donc c'est un article là que je cite de 2022, paru dans c'est la revue la plus célèbre, hein, Nature. Nature, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont montré, ces gens-là? Ils ont montré que dans le cerveau de la mouche que vous voyez, donc là il y a une zone qui est plutôt en jaune fluo par rapport au reste. Donc ça c'est l'image de droite, hein, c'est ça, la petite image de droite. Voilà, ellipsoid dans le body. Donc ça c'est des neurones dans la mouche et vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'active. Hein. Donc ça en fait c'est qu'il y a une certaine concentration de calcium qui est plus élevée ici. Donc ça en fait c'est quoi? C'est une boussole. C'est-à-dire la mouche quand elle vole, quand elle tourne, hop, à la manière d'une boussole, le calcium s'active. Donc voilà, ça vous donne la direction où la mouche va. Ça, c'est quand elle choisit d'aller dans une direction, on voilà, voit en même temps que ça s'allume dans certaines zones du cerveau. On pense que c'est vrai, mais c'est plus compliqué pour l'ensemble des mammifères. Mais pour l'instant, ça a été étudié chez les abeilles, chez la mouche. Donc si vous marchez, vous regardez dans cette direction, là, vous avez une boussole et le cerveau, il s'allume dans cette direction. Ça a été montré pour la mouche. Alors, mais là, bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui vous permet de dire que son cerveau fait des mathématiques? Voilà, donc en fait, c'est que ça c'est connu depuis, c'est étudié depuis les années 80 et puis récemment 2015, etc. Mais là, 2022, il y a une contribution qui est assez originale, c'est qu'en fait, s'il y a du vent, alors s'il y a du vent, votre corps il va dans une direction, mais vous regardez dans une autre direction. Donc ils ont étudié ça avec des techniques sophistiquées, en collant la tête de la mouche et laissant le corps bouger avec des instruments de mesure, etc. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, il y a un calcul qui est fait dans le cerveau de la mouche qui donne la direction où elle va. Et donc ce calcul, en fait, comment ils montrent ça? C'est qu'ils ont mesuré l'activité de certains neurones et pour donner la direction où elle va, il y a un calcul vectoriel. Calcul vectoriel, en un mot, si on peut essayer de comprendre. Alors je prends mon avion. Ouais, voilà. Ah ben voilà, on va enfin avoir la réponse. Qu'est-ce que cet avion fait ici? Qu'est-ce qu'on affiche avec un avion dans un exposé de neurosciences? Donc c'est une mouche en fait. Oui, alors ceux qui font de l'avion, il y en a peut-être beaucoup, il y a peut-être des pilotes de ligne dans la salle. Un avion, ça vole comme ça, tout droit. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si on le voit là. Dans le meilleur des cas. Voilà. Il vole tout droit comme ça. Mais vous savez bien qu'en l'air, il y a beaucoup de vent. Hein? Il y a beaucoup de vent. Les avions, ils doivent contrer le vent. Donc si le vent vient, on va dire, de ce côté-là, à ma droite, à votre gauche, l'avion est poussé comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire l'avion? Surtout pour les petits coucous, vous savez, les gros avions, ils ont des moyens un peu plus sérieux pour arranger ça. L'avion, il va voler de façon dissymétrique. Il veut aller là, mais le vent le pousse comme ça. L'avion a toujours tendance à montrer sa tête au vent. L'avion, vous le laissez tout seul, vous lâchez le manche, vous lâchez tout. Qu'est-ce qu'il va faire l'avion? Il va aller contre le vent, pile poil contre le vent, en face. D'accord? Il va avoir tendance à ça. Si le vent vient par là, le vent va faire ça, l'avion va faire ça. Mais le pilote, il veut aller là. Donc il va contrer, il va voler dissymétrique. Il va aller vers le vent, il va aller comme ça. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. L'avion ne va pas toujours dans le vent. Vous allez me dire, on revient aux mouches dans 2 secondes. À la mouche dans 2 secondes. Vous avez déjà vu une mouette dans le ciel. Elle va tout droit. Le corps, il est dans le sens du vol. Elle ne vole pas de biais. Je ne parle pas de la tête. La tête, elle peut regarder la proie ou ce qu'elle veut, mais le corps, il va tout droit. L'avion, non. Son corps, c'est-à-dire la longitude, là, tout droit, il veut aller là, son corps, il est là, et l'avion, il va comme ça. C'est quelque chose qui est, c'est pas de moi, hein, c'est très connu. On voit ça des fois quand on voit des vidéos d'atterrissage. Là, c'est très. Vous allez à l'aéroport du Havre, vous allez voir les petits coucous, ça fait ça tout le temps. On vole de biais comme ça. Ils volent de biais. La mouche, c'est incroyable. N'attendez pas la réponse de nous, mais c'est incroyable. Elle est capable de voler, contrer le vent, aller la tête comme ça, le corps comme ça, et aller dans les sens où elle veut. Et c'est ça l'article que montre Benjamin ici. Et donc elle ne vole pas comme l'avion, la mouche, c'est ce que vous dites? Non, c'est beaucoup plus complexe. Elle fait, ou son cerveau, c'est les 50 neurones, c'est ça, qui sont spécialisés là-dedans, font du calcul vectoriel. Vous disiez c'est quoi? Vous avez un vecteur, c'est la direction de l'avion. Vous avez le vecteur, la direction du vent. Et on a une résultante, vous savez ça en tant que physicien, une résultante qui fait que... Je pense que le public aussi, là, ça le sait. Non, mais ils ont fait ça en seconde et en première. Bon, alors, tout va bien. Juste peut-être pour préciser... Il doit compléter. Benjamin? Non, juste un vecteur, par exemple, c'est mon bras. Aziz, il a le bras plus long. La longueur sera plus longue, et puis il y a une direction. Et donc,
qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau de la mouche, il stocke. Donc il stocke parce que, vous voyez comme c'est un cercle, ça représente un angle. Donc il y a des angles qui sont représentés dans le cerveau de la mouche. Et ils ont remarqué que à chaque fois, la direction où la mouche se dirige, ça résulte de l'addition de 4 vecteurs qui sont stockés dans certains neurones. Et donc ça, ils l'ont mesuré et ils ont montré, avec de nombreuses expériences, que le calcul est toujours bon. Et donc, ce qui vous autorise à dire que le cerveau de la mouche fait des mathématiques et du calcul vectoriel, c'est parce qu'en fonction de la manière dont elle vole, on voit cette boussole qui indique des directions et qui, une fois qu'on les analyse correctement, montre que ça correspond bien à l'addition de vecteurs, c'est ça? C'est beaucoup plus fort que l'avion, la mouche, avec ses 50 neurones. Oui. Qu'est-ce qui est plus fort que plus fort que l'avion, oui. Ah bah oui. Il y a 0 neurones là-dedans, non? Juste peut-être, alors oui, je vous laisse prolonger sur la mouche. Oui, Benjamin. Ouais, donc, alors, justement, donc les modèles, ça existe depuis assez longtemps, ça s'appelle le modèle en anneau, l'anneau-modèle qui est connu en neurosciences. Voilà, donc vous avez une équation en bas qui est capable de reproduire, donc ils font des très belles, en simulant ces équations, ils arrivent à reproduire l'activité du calcium grâce à cette équation. Donc le R, ça veut dire le calcium, I, ça va représenter l'angle, et puis il y a des fonctions, donc pour ceux qui ont fait un peu de maths, eh bien, par exemple, nous, notre travail ici, par exemple, ça va être d'étudier pourquoi ces maths-là reproduisent ce comportement-là. Ici, Benjamin montre un schéma d'un neurone de la mouche. D'accord, ça c'est pas le vol de la mouche, donc à droite, hein. C'est un neurone de mouche. Et donc, un des neurones, il en a quand même beaucoup plus que 50, il parlait des 50 qui géraient cette servent chose. à voler. Ouais. Et il y a une équation comme celle-là par neurone, c'est ça? Les équations sont... ça, on va y venir juste après. On va expliquer ça en 5 minutes. Ça va être clair. Quand on va passer peut-être à l'autre exemple, qui est celui de la vision. Oui, même pour les jeunes de seconde première, ça va être facile. Donc on va peut-être y venir tout de suite. Là, pour les matheux, ce sont des équations de concentration de calcium. De calcium. Oui. C'est un réseau. On va venir. Il y a un réseau. Alors, on va vous répondre, mais juste pour les prises de parole, peut-être lever la main, et on a un micro qui circule à cet effet, ça permet de mieux vous entendre. On répond à la question, ce qui vous permet de poursuivre, et il y aura un temps de toute façon pour les questions du public à la fin de la présentation. Enchantée, Christine. Je suis désolé, Christine, mais j'ai mal entendu. J'ai mal entendu la question. Si vous voulez bien répondre, à recommencer. Alors, à ce moment-là, on va vous passer un micro. Si on a ça qui circule dans la salle. Benjamin, t'inquiète pas, notre ton sera décompté. Pour madame qui est debout là-bas. Donc, on fait une petite incartade à notre feuille de route qui était plutôt de prendre les questions à la fin. Ouais. Et on essaye de répondre rapidement ou de répondre en continuant le fil de l'exposé. Madame. Oui, je demandais, que voulez-vous dire? Dois-je atterrir et comprendre que dans quelques mois, j'ai la direction? Alors, je ne suis pas sûr de saisir la question. Peut-être que dans la suite de l'exposé, la réponse y sera. Je pense que, oui, je pense que si vous êtes... patiente, vous allez avoir la réponse le long de l'exposé. Mais ça va venir, vous Merci, madame. Pas. Bonne journée. Voilà. Vas-y, je vous laisse. On enchaîne ? Absolument. Okay. Alors, le jeu maintenant, c'est de vous convaincre qu'écrire un modèle mathématique est relativement facile, même s'il y a un prix Nobel derrière. D'où le titre, Naissance d'un modèle. Alors, pour être honnête, ce slide-là, ce transparent-là, on l'a rajouté là, hier soir, parce que Hugo Duminil-Copin a commencé son exposé par un slide, naissance d'un modèle. Hein, vous étiez là. Certains étaient là. Donc c'est pas mal. De mathématiques l'année dernière. Oui, c'est les médailles Fields mathématiques. Donc on essaie de copier les bons. Hein, modèle, c'est notre modèle. Donc, mais c'est exactement ça. C'est vraiment la naissance d'un modèle. Alors, pour cela, je vais commencer d'abord, et Benjamin prend la parole quand tu souhaites compléter, de vous décrire un peu le fonctionnement d'un neurone. On n'est pas biologiste, donc posez pas des questions de biologie
pointu. Mais on est obligé de comprendre un peu, un minimum, de discuter avec des biologistes, en l'occurrence des neurophysiologistes, d'en apprendre pour essayer de les aider à aller plus loin dans leur recherche. Donc ici, vous avez un schéma, c'est un schéma classique, celui que vous avez partout sur Internet, d'un neurone. Vous avez le corps cellulaire ici. Au bout, là-bas, vous avez les petites antennes qui s'appellent les dendrites. Vous avez ce qu'on appelle l'axone, c'est la queue là, du neurone. Et au bout de l'axone, vous avez les terminaisons axonales. C'est important parce que c'est par ces terminaisons axonales qui touchent à notre neurone par les dendrites pour faire la transmission des neurotransmetteurs, qui sont des molécules chimiques qui vont transmettre l'information. On va en parler tout à l'heure quand on va parler synapses. Là, j'ai juste mis avec Benjamin d'autres formes de neurones. Hein. C'est des schémas, ils ne sont pas tous comme ça. Ça peut être beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué, comme vous pouvez voir sur la petite photo noire. C'est archi compliqué. C'est très simplifié. Je disais au début qu'un modèle, c'est quelque chose de simplifié qui ne prétend pas répondre à tout. Hein. Le prix Nobel de physique disait les mathématiciens, les théoriciens, ils s'en fichent un peu, passez-moi l'expression, des détails. Ben oui, on fait des trucs assez grossiers pour répondre à certaines choses, alors que lui, il est obligé de tenir compte de l'imperfection, de la machine, du calcul, de sa fatigue à lui, tout ça. Nous, on a un cas théorique, mais qui doit, lui, vérifier après coup. Il doit rentrer dans le cas théorique général qui est validé suite à l'écriture de modèles, à la démonstration de certaines choses, genre l'existence de solutions, l'inucité, le bornage, et j'en passe. Donc là, vous avez le schéma basique d'un neurone. D'accord. Alors, comment ça marche? J'ai dessiné, là, avec Benjamin, quelque chose, c'est plutôt comme ça que je dois montrer. Vous voyez, si vous voulez vous lever, Aziz, peut-être c'est plus simple pour vous pour aller commenter la diapo. Il faut que je bouge, sinon ça ne va pas. Donc vous avez le neurone là. Ça, c'est une espèce de câble. Par contre, si vous pouvez lever le micro, ça va vous obliger à tenir l'épaule haute. Oui, tu me le rappelles tout le temps sinon. Alors, vous avez un câble ici. Je l'appelle le câble parce que derrière, il y a une équation mathématique qui s'appelle l'équation du câble, peu importe. Vous avez l'axone, donc le corps cellulaire, l'axone. Eh bien, il se comporte, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, ça va très vite, hein, il se comporte exactement comme une batterie. Je vais vous montrer, parce qu'on a prévu le coup. Hein. Vous avez tout prévu. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un neurone. C'est ça. Enfin, les neurones que vous avez dans votre tête, ils sont archi minuscules. Hein. C'est plus petit qu'un micron. Mais je vais vous montrer pourquoi je vous montre ça tout à l'heure. Là, vous avez un neurone avec le corps cellulaire et vous avez le câble ici. Le câble, c'est cette partie-là qui fait tuyau. Donc, il y a un trou là. On ne le voit pas à l'œil, évidemment. Un tuyau. Si vous mettez une électrode là-dedans, à l'intérieur et une électrode à l'extérieur, vous allez voir l'aiguille bouger. Vous avez donc du courant. Est-ce que vous voulez que je tienne le câble, le neurone? Tenez le neurone. Voilà, ça, le neurone. Il y a des gens qui ont des neurones aussi grands. Hein. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Donc, c'est merveilleux. Je suis en train de commencer de vous parler du prix Nobel qu'ont obtenu Hodgkin et Huxley, avec un certain Hackles, dans les années 60, modèle sur lequel on travaille encore, et c'est le modèle de base qui explique comment se fait la transmission neuronale, comment se fait l'échange électrique entre neurones. Eh bien, si vous mettez un câble électrique à l'intérieur du tuyau et à l'extérieur, vous avez, il y a moins 65 millivolts, peu importe, vous avez l'aiguille qui bouge. C'est que la charge électrique à l'intérieur du neurone et à l'extérieur du neurone n'est pas identique. Il y a une différence de potentiel. Hein, les physiciens, électroniciens, électriciens. Il y a une différence de potentiel. Je peux arrêter l'exposé là. Il y a une différence de potentiel, on a tout compris. Il y a tout. On n'a plus rien à dire, parce qu'on a encore du temps. Il y a de l'électricité, c'est fini. OK, alors. Et donc, cette différence de potentiel, je la représente un peu comme ici. Ça génère ce qu'on appelle un potentiel d'action. Vous avez la définition sur l'écran, la variation rapide du potentiel d'action du fait du mouvement d'ion à travers la membrane. Ce n'est pas de l'électricité, comme fait mon ami Dimitri. Ce n'est pas un transfert d'électrons, c'est un transfert d'ions. C'est de l'électricité ionique. Les ions sont plus lourds que les électrons. Peu importe. Et donc, ça génère un potentiel d'action. Donc, le voltmètre, il bouge et puis il se calme.
C'est pour ça que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les neurones réagissent, les décharges neuronales. Les décharges, donc ça monte et puis ça se calme. Ça monte puis ça se calme. Alors quand ça monte, ça peut monter de façon très bizarre avant de se calmer, on est d'accord. Mais là, c'est très simplifié afin qu'on s'entende bien. En général, le neurone, donc, quand il monte, il est dans une période qu'on dit quiescente, c'est-à-dire il se repose. En ce moment, vos neurones font ils bougent comme ça, et puis ils dorment. Rappelez-vous du dag-dag-dag, c'est fondamental. Parce que je vais jouer avec ça pour parler des synapses. Ils se calment. Ça s'appelle le potentiel de repos. Il est à peu près en général chez les mammifères à moins 70 000 volts. Et donc, ce phénomène-là a aidé Hodgkin et Huxley d'écrire le fameux modèle, d'expliquer pourquoi il y a de l'électricité et parler de leur fameux modèle. Et alors, vous mettez... Tu me donnes mon câble, Mathieu. Le neurone, pardon. Ouais, le neurone. Vous voulez que je le tienne parce que vous n'avez que 2 bras. Ou vous voulez que je tienne le micro, peut-être? Donc, je mets un câble. Non, t'inquiète pas. Je mets un câble ici. Il y a un câble dans le trou. D'accord, mais comment ça se fait? Pourquoi ça passe l'électricité? Eh bien, c'est sur l'écran. La couche, là, la membrane extérieure, le petit truc noir, là, il est dessiné ici. Là, vous voyez que la peau. Ici, c'est l'intérieur, regardez bien, l'intérieur du tuyau. Ça, c'est juste la membrane extérieure. Donc, vous avez l'intérieur, ou l'inverse, c'est pareil, l'intérieur et l'extérieur. Et dans la membrane, ça ne se voit pas. Ben, il y a des petits trous. Ce sont les fameux canaux ioniques. Prix Nobel. Il a fallu que quelqu'un nous montre qu'il y a des canaux ioniques, c'est-à-dire des petits trous qui sont dans le tuyau là, qui sont là, on ne les voit pas, mais ils sont là, partout. Et par là que passent ces ions, potassium, sodium et autres. Du moment que ça passe, je veux bien, c'est là que mon petit voltmètre de tout à l'heure, il bouge. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fait bouger le voltmètre. Donc il y a une tension, et ça y est, ils écrivent. Ce sont des biologistes, des neurophysiologistes qui ont écrit des modèles mathématiques pour aller loin et expliquer tous les détails. Oui, ils donc ont en fait, notre job. si j'essaie de résumer avec mes mots profanes, on a le neurone qui ressemble à un petit morceau de circuit électrique. Les neurones sont connectés entre eux et on écrit des équations qui vont modéliser la manière dont l'électricité se balade entre les neurones. Tu as tout compris. Bon. Mais question. Allez-y. En tant que physicien ou biologiste ou n'importe qui dans la salle, je leur demande mais c'est quoi la taille d'un neurone? Vous répondez quoi? Vous répondez petit. Au mieux, au pire, vous allez petit. Vous allez dire petit. Mais en fait, c'est archi petit, un neurone. C'est de l'ordre du micron, pour faire vite. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure, d'ailleurs, sur un slide avant. C'est de l'ordre du micron. Et vous voyez le biologiste jouer avec un machin de l'ordre du micron et mettre une électrode là-dedans, enfin un câble, c'est pas possible. Prix Nobel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence, la chance, vous appelez ça comme vous voulez, de travailler sur le calmar géant. Qui a des neurones géants, c'est ça que vous allez dire? Parce que le calmar géant, il a des petits neurones comme moi. Il a beaucoup moins de neurones. Je vais parler de sa élégance rapidement. C'est une bébête qui a quelques centaines de neurones et qui fait autant de choses que moi. J'ai entre 90 milliards et 100 milliards de neurones dans le cerveau. J'ai une moyenne, hein. Mais ce n'est pas parce que vous en avez moins que moi que vous êtes moins intelligente. C'est une histoire de transmission neuronale, etc. La petite bébête, il a une petite 900, elle fait tout. 900, c'est zéro, c'est rien. Cette bébête-là, elle a 2 gros neurones là, que vous voyez ici sur l'écran, qui sont de sa taille. C'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Ce n'était pas pour l'exposer tout à l'heure. Et là, le neurone du calmar géant, il est aussi grand que ça. Beaucoup plus fort que les vôtres. Il fait à peu près 80 cm de longueur et 1 à 2 mm de diamètre. Alors le physicien, il va rigoler, de cool, je peux mettre mon câble devant et dedans, parce qu'il y a la place. Ça a l'air de rien, mais il fallait le trouver, le calmar géant. Il fallait aller travailler sur... Vous voyez, si vous allez sur Internet, vous allez voir leur calmar géant, mais il est vraiment géant. Avec leurs neurones aussi gros que ça, ils s'amusent. Ils font de la physique de base et ça marche très bien. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. D'ailleurs, c'est marqué là, 1 mm de longueur, etc. Donc, c'est 1000 fois plus large que le neurone humain. Donc, ils peuvent bosser, s'amuser et, au bout, écrire les équations
que je vais vous expliquer, ou Benjamin. Alors, rapidement peut-être, Oui. qu'on puisse ensuite peut-être détailler un modèle Eh ben sur voilà. lequel vous avez travaillé. Je pensais Voilà, à la modélisation de la vision, non? Oui. C'est- C'est fini. Donc, je viens de vous parler d'électricité. Elle est ionique, cette électricité. Et donc, ça se comporte parce qu'on a tous fait ça en seconde première. Je regarde ma fille qui a fait ça l'an dernier, elle me posait des questions. J'ai dû réviser. Et donc, vous avez un petit circuit, RLC, machin, résistance. On a tous fait ça au lycée, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de je ne sais pas quoi pour comprendre. Eh bien, ça se comporte comme ça. Vous avez un câble, vous avez de l'électricité qui bouge. Donc vous avez une résistance et la membrane. Vous avez une intensité. Vous pouvez avoir aussi des courants injectés, une émotion, quelque chose, une peur, quelque chose qui fait que ça réagit. Donc c'est du courant injecté. Et ça se comporte exactement comme un circuit électrique. Tout le monde a fait ça tout petit. RL, RLC, vous savez de quoi je parle. Et bien ça, tout le monde dans la salle sait écrire les équations d'électricité, je pense qu'on dit ça, hein, de base, très facile. Et c'est exactement le modèle qu'ont écrit ces biologistes que vous voyez ici. Et dans des versions plus ou moins raffinées, c'est ce que vous aussi vous mettez en œuvre comme type de modèle, les réseaux de neurones vus comme de grands et complexes circuits électriques, c'est ça? Je passe la main à Benjamin. Benjamin. Et là, on a parlé d'un neurone. Le prix Nobel, c'était un Un neurone. neurone. Mais aujourd'hui, Après, on va parle parler de réseaux. milliards de Nous, neurones. on travaille sur les réseaux. Sur les réseaux. Mais il faut d'abord comprendre comment marche un neurone avant de les connecter. Absolument. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. En tout cas, si on veut ensuite laisser la parole aussi à la salle, est-ce qu'on peut décrire les réseaux de neurones, peut-être en explicitant l'exemple des travaux que vous avez menés sur le cortex de la vision? Oui. Voilà. Benjamin? Ouais, alors peut-être on va. Ok. Je vais droit dessus. Non, ouais. Juste 2 mots là-dessus. Donc ça, c'est les équations qui correspondent à un neurone. C'est important de comprendre. Donc équation différentielle ordinaire ou équation dérivée partielle, si on rajoute le terme. Donc équation différentielle ordinaire, c'est un point dans l'espace. Équation dérivée partielle, on va rajouter l'espace, par exemple, le neurone. Et donc, voilà, on peut faire des choses. Vous voyez les potentiels d'action là qui s'appellent un spike. C'est important le mot spike. Voilà, c'est un potentiel d'action. Il y en a, ça s'arrête, il y en a, ça s'arrête, il y en a, ça s'arrête, etc. Donc le modèle permet, ça c'est ce que vous voyez là, c'est le résultat de l'équation. Donc ce qu'on voit là en image, c'est l'équation qui reproduit exactement. Et le prix Nobel, hein, c'est pour les maths en fait, c'est-à-dire pour la modélisation mathématique qui correspond à la réalité. En fait, on peut dire que c'est le premier, enfin un exemple marquant de big data, parce qu'ils ont vraiment, alors c'était pas si big que ça, mais en fait ils ont fait un travail extraordinaire grâce à une technique patch-clump qui permet de travailler avec. Donc ils ont confronté leur modèle à la réalité des données. Voilà, c'est ça qui fait la force aujourd'hui des maths, c'est qu'on va pouvoir interpréter les données et maintenant, avec les instruments de mesure, on peut mesurer et avoir des données. Donc, alors, si on avance un peu, bon alors après on peut passer de 1 à 2. À plusieurs. À 2, voilà, on peut avancer. Et même aujourd'hui à beaucoup. Ici, c'est la synapse, c'est là où il y a la neurotransmission qui se fait. Voilà, donc là on avance. Voilà, bon, ça se propage, voilà, comme il disait. Là, c'est un neurone, c'est un câble. Vous voyez l'électricité qu'il y a dans le câble, et ça se propage à l'autre câble. Voilà. Donc là, on commence à avoir un réseau. Alors, on peut faire des choses très intéressantes. Par exemple, là, si on avance 1, vous avez là une zone neuronale. Une zone neuronale. Et donc, ce que vous voyez en jaune, c'est l'onde d'excitation. C'est-à-dire que le voltage ici en jaune, il est plus important. Il est passé à 50 volts. Alors que normalement, en bleu, il est à moins 70 volts. Donc là, on voit l'onde électrique, si peut-être c'est impropre ce terme, mais qui se ça. propage dans le cerveau et reproduit là par les équations. Exactement. Ça, c'est le résultat de l'équation. Et c'est un domaine de recherche très, très, très actif parce qu'on observe ça là où il y a de l'électricité. Il y a de l'électricité partout. Donc, dans le cerveau, voilà, c'est un domaine de recherche très, très actif. Et dans le cœur. On ne va pas avoir le temps de parler du cœur. En un mot, quand vous avez de la défibrillation, parfois, c'est une onde spirale qui produit ça. Donc, si on arrive à casser cette onde spirale, on arrête la tachycardie, on arrête le problème. Et donc, il y a des études, parce que dans les équations, on peut voir ces ondes. Bon, je sais pas. Voilà. Alors là, donc, la synchronisation, puisque c'est important pour la vision. On a 1 minute, 2 minutes. Là, on est en train de prendre sur le temps d'interaction avec la salle. Très clairement, il est... Moi, peut-être, je dirais, on peut dire 2 mots de la modélisation que vous avez fait du cortex visuel, parce que cette notion de synchronisation, c'est intéressant. Ça montre une application bien concrète. Mais peut-être si on peut faire ça en 1 ou 2 minutes.
pour ensuite donner la parole à la salle. Alors, pour ceux qui ne savent pas... Alors, synchronisation, pour tout le monde, c'est un peu... on fait des choses en même temps, c'est vrai. Vous allez voir ce monsieur-là qui a posé... On est au conservatoire de musique, donc Absolument. on peut parler métronome et tout, c'est parfait. Il a mis quelques métronomes sur la table, et c'était chaotique, ça battait comme ça voulait. Il a pris, vous avez bien vu, il a pris toute la planche sur laquelle il y a les 5 métronomes, il les a mis sur 2 canettes sur la table. Il n'y a pas de trucage. Vous avez vu que ça synchronisait. Au bout d'un moment, il n'y a pas de trucage du tout. Juste le fait de les avoir mis sur la table, et ils commençaient à battre ensemble, à se synchroniser. C'est de la synchronisation identique. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est beaucoup plus complexe. C'est une synchronisation de phase ou de choses. Mais c'est pour expliquer à ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ce phénomène-là simpliste. Le fait que le monsieur mette la planche sur les canettes, il fait quoi? Il force le couplage. Il y a moins de choses qui se parpillent, qui se perdent sur la grande table. Du moment qu'il y a les canettes, ils communiquent mieux les métronomes, ils se synchronisent naturellement. Ils donnent lieu à un comportement collectif qui est fondamental. Ça se passe tout le temps dans nos cerveaux, des comportements collectifs, de réseaux de neurones qui réagissent en même temps, qui déchargent en même temps. Alors en même temps, c'est un peu exagéré, parce que les biologistes dans la salle, ils vont sauter. Il suffit qu'il y ait certains phénomènes qui ressemblent, qui synchronisent d'une certaine forme de synchronisation. Celle-là, elle est un peu trop grossière, qui est vraie, elle est physique, celle-là, elle est naturelle. Alors, comportement collectif, on n'a plus de temps, hein, donc on va passer. On a quelques secondes. Mais le comportement collectif, vous en voyez un peu de partout. Hein. Quand vous voyez les oiseaux dans le ciel, qui sont attaqués par le faucon, hein, on a tous vu ça, hein, plein de nuées d'oiseaux, ils se comportent de façon incroyable. Hein. Ils ne se tapent jamais parce qu'un oiseau ne surveille pas tout. Un oiseau, il regarde ce qu'il y a devant, il se dit, je surveille l'oiseau devant moi, celui de ma gauche, celui de ma droite, et je vise toujours le centre. C'est les chercheurs qui disent ça, c'est pas moi. Et donc, grâce à ça, ils font des mouvements, mais c'est très joli d'ailleurs. Hein. Moi, je suis fan de ça, je regarde des heures, ça quand je peux. C'est incroyable, ça va dans tous les sens. Ils se comportent de façon collective. Ils sont attaqués par le faucon. Ils restent groupés. Le faucon rentre. D'ailleurs, c'est une façon de se défendre, parce que ça perturbe le faucon. Il ne sait pas viser une cible, c'est-à-dire un oiseau. Et il les attaque. Tout de suite, la nuée se regroupe et de façon collective, en gérant que 3 paramètres. Je regarde devant, à droite, à gauche, et je suis toujours le centre de la nuée. Et ça marche super bien. Et donc les neurones font des choses semblables. Les neurones font des choses comme ça. Vous savez, c'est toujours une histoire de potentiel, de creux de potentiel, des trucs les plus faciles. Hein. La rivière, elle va suivre ce qui est plus facile à suivre, elle ne va pas monter la montagne. Et il y a des processus un peu équivalents à ceux qui permettent aux métronomes de synchroniser, qui ont cours dans le cerveau et qui font des synchronisations plus complexes dans les neurones. Juste le slide d'après va être assez illustratif. Alors, on n'a pas le temps de parler des fourmis parce qu'il faudrait 1 heure, mais c'est incroyable. Hein. Ils font des ponts dans le ciel comme ça, vous mettez des fourmis là-bas, ils construisent un pont dans le vide. Comportement collectif. Je propose qu'on revienne effectivement au cerveau, vous avez raison. Voilà, juste 2 mots. Donc ça, c'est un prix Nobel aussi, Hubert et Wiesel, qui est derrière. Quand vous montrez ce type d'image, donc, les expériences ça fait sur le singe. Type d'image, c'est la petite image à gauche, avec les rayures. Stimulus visuel. D'accord. Donc vous voyez là, c'est des bandes verticales. Eh bien, dans le cortex visuel, que vous voyez là à droite, la petite zone rouge, là, donc nous aussi on a le cortex visuel, eh bien, c'est certaines zones du cerveau qui vont réagir ensemble. Donc il y a une certaine forme de synchronisation. Et donc si vous regardez, là c'est un peu dur à voir, mais vous avez un carré en bas, et dans ce carré, il y a des traits verticaux, des traits obliques, des traits horizontaux. Et ce que vous voyez en jaune et vert, c'est le modèle mathématique. Et donc là, il y a des milliers d'équations. Donc en jaune et vert, excusez-moi, c'est les 2 images centrales, c'est ça? Voilà, les 2 images centrales. Ouais, l'autre, on laisse tomber, c'est pas très grave. Donc ça, c'est le résultat d'une simulation numérique basée sur des équations mathématiques du type qu'on a vu. Et donc, ce qu'ils font leur modèle... Combien de neurones, excusez-moi, simulés là? Donc là, il y a quelques milliers de neurones. D'accord. Disons un peu moins de 10 000, parce qu'il y a ils ont simulé quand même différentes zones de tout le système visuel. Donc ça fait beaucoup d'équations. Ça fait beaucoup d'équations, mais voilà, ça se fait. Numérique. C'est du numérique, mais il y a énormément de paramètres. Donc ils arrivent à reproduire. L'ordinateur sort ça.
L'ordinateur sort ça. Et donc, vous voyez, ce qui correspond, là c'est difficile à voir, mais en fait, les carrés du bas, et vous avez la même chose dans la simulation numérique, et ce qui est en jaune, c'est ce qui réagit au stimulus. Donc la conclusion de cet article, encore une fois, c'est que le cerveau fait un calcul pour ressortir ça. Et le modèle, c'est très dur de trouver ça, en fait, de jouer avec ces centaines de paramètres pour retrouver ça. Mais ça fait ça, et il y a une forme de synchronisation. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est, encore une fois, parce que là, justement, un des chercheurs qui me disait, voilà, nous on est mathématiciens, on travaille avec les biologistes, donc là il y a les théorèmes, là il y a les biologistes, là il y a le numérique, voilà, il faut savoir où vous situer. Et donc nous, dans le travail qui vient après, on s'est situé entre les maths et le numérique, et donc ce qui s'établit, Aziz, si tu veux juste avancer, voilà, on arrive à démontrer que quand on prend des réseaux, donc là c'est 500 équations couplées, on va bouger un paramètre et on va obtenir un résultat. La réalité elle se situe plutôt dans le deuxième, mais vous voyez qu'on continue, on a une synchronisation. Et donc vous voyez la force des mathématiques, c'est que vous bougez un paramètre, vous voyez ce qui se passe. Et ça se passe comme ça. S'il y a trop de synchronisation, le cerveau ne marche pas. Et donc là, on touche, et c'est facile. Donc les mathématiques aussi, c'est populaire parce que c'est non invasif. Donc vous pouvez simuler vos équations, vous pouvez voir, et voilà, c'est... Et peut-être pour finir, un mot de conclusion sur le fait que on modélise le fonctionnement du cerveau avec les mathématiques, mais encore plus profondément, c'est ce que vous dites, le cerveau est un mathématicien, quoi. Voilà, Ça nous fait du bien de dire ça, oui. Bon, c'est un peu exagéré, ça fait bien, mais bon. Mais c'est un peu quand même l'idée que vous avez développée au cours de cet exposé. Le cerveau est un ordinateur. Voilà, il fait peut-être plus que mathématiques. Voilà, mais il y a un programme, il y a des programmes dedans qui calculent des choses complexes, difficiles. Donc un calcul vectoriel, ben, c'est quand même quelque chose de sophistiqué, mais ça le fait tout seul. Et là aussi, de ressortir, encore une fois, on a une vision de la réalité, c'est le cerveau qui la donne. Il y a un calcul derrière. Le cerveau, ordinateur. Aziz Alaoui et Benjamin Ambrosio, merci pour vos réponses. Merci. Vous pouvez les applaudir. Et il nous reste quelques minutes pour prendre 2 ou 3 questions dans la salle. Un micro circule. Madame au premier rang. Ah, Madame d'abord et Monsieur ensuite au deuxième rang. Bonjour Yolande. Je suis infirmière en psychiatrie. Et un domaine qui est particulièrement touché par l'évolution des neurosciences, où on arrive à pouvoir déterminer une différence diagnostique à partir de bilans sanguins désormais. Mais dans la pratique, on se trouve avec une approche où un désordre physiologique plutôt, serait soigné par une réponse médicamenteuse, par une molécule. Mais ce qui m'ennuie, c'est que moi, je suis vieille école et que j'ai l'impression que l'approche relationnelle se trouve complètement écartée de cette science qui est en train de prendre le pas sur la psychiatrie psychologique. Merci pour votre question, Benjamin. Je suis très intéressé par cette question. Peut-être on peut revenir juste le slide d'avant. Alors, si vous voyez, il y a le mot dépression qui va... Voilà, il y a le mot dépression qui va... Alors, vous avez donné trois niveaux, en fait. Vous avez donné le niveau chimique, qui est très efficace. Voilà, j'ai une grippe, je prends des antibiotiques, c'est très, très efficace. Ce qui se fait aujourd'hui, dans certains cas, ils envoient des ondes électriques, électromagnétiques. Juste, on me fait signe qu'il nous reste 3 minutes. Okay, je vais arrêter tout de suite. Et on a aussi une autre question. Et bien sûr, il y a un effet. Vous parlez avec moi, vous vous sentez mieux, il y a un effet. On est très très loin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est un boulevard. Moi, je pense que les 3 approches sont complémentaires. Aziz, vous voulez ajouter un élément de réponse ? Non, pas grand-chose. C'est juste, il a dit que ça synchronise de trop, donc c'est pas bon. Juste une phrase, parce qu'on n'a plus de temps. Quand ça synchronise de trop, ça peut conduire, c'est les biologistes qui le disent, les mathématiciens aidés dans ce sens, ça peut conduire à des crises, par exemple d'épilepsie.
Une épilepsie, c'est quoi? C'est des décharges de régions du cerveau qui arrivent en même temps. Donc l'idée, alors je ne sais pas si ça continue les recherches dans ce sens, moi j'ai arrêté ça, mais si on arrive à désynchroniser, vous avez une région de neurones qui déjà, rappelez-vous du tac 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 tac, c'est maintenant. Si tout le monde fait tac 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 en même temps, ça explose. Et je me tape ma crise épileptique, passez-moi l'expression. Donc l'idée de quelqu'un, un Canadien je crois, c'était d'incruster une petite puce électronique chez les malades d'épilepsie. Quand la puce détecte le mouvement, c'est de l'électricité, hein, on est d'accord, elle voit que ça monte et hop, elle casse la synchronisation. Donc elle fait de l'anti-synchronisation afin de réduire l'épilepsie. Il y a des recherches là, dans ce domaine, c'est ce que vient de dire Benjamin. La dépression, tout ça, ce sont des, pour répondre aussi à madame, mais bien ça a été bien fait, c'est des paramètres, c'est du courant injecté pour moi. Si vous me faites du bien, machin, ça me fait du bien, parce que ça rajoute quelque chose dans ma transmission, ma neurotransmission. Un mot vous appelez une complémentarité et pas du tout un remplacement de l'approche relationnelle par des médicaments ou des puces électroniques. On va prendre la question de monsieur au deuxième rang. Oui, bonjour. Complètement sur un autre domaine. À mon sens, quand on veut parler, on met des lettres les unes à côté des autres pour former des mots et donc on peut transmettre son message. Les musiciens, ils ont inventé une mode de représentation pour transmettre de la musique. Ils tirent 5 lignes horizontales, ils mettent des ronds blancs, des ronds noirs, des cloches et ils arrivent à transmettre de l'un à l'autre le message, la musique qu'ils veulent transmettre. Les physiciens, ils font appel à vous, les mathématiciens, pour mettre en forme, représenter. Alors, par les modélisations, mais je ne vais pas les représentations. Et certains physiciens, on les a entendus ces 3 jours, ont besoin de faire des grands sauts en avant. Ils ont abandonné le gravitationnel, ils sont dans la mécanique quantique aujourd'hui. Je vous propose de poser votre question parce qu'on fait des grands signes. Voilà. Il va falloir qu'on Est-ce que vous, en termes de représentation mathématique, pour les accompagner, vous êtes amené à développer des nouveaux symboles, des nouvelles méthodologies de représentation, au-delà du sigma, de l'intégrale, de la dérivée partielle. Aziz, en un mot, en réponse à cette comment question. vous accompagnez ces grands sauts en avant mathématiques? Peut-être pas de nouveaux symboles, mais de nouvelles théories, de nouveaux résultats mathématiques, certainement. Et ça sera le mot de la fin. Si vous voulez poursuivre, je vous invite à le faire dans le hall. En attendant, je vous remercie pour vos questions, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez applaudir nos 2 invités, Aziz Alaoui et Benjamin Ambrosio. Merci à vous. Merci.